Bienvenue, je suis Eva Saboukoulou, je suis pasteur, conseillère conjugale et fondatrice de la plateforme Couple Radieux. Couple Radieux, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'édification, d'accompagnement, de restauration aussi des couples, des personnes célibataires. Et on organise aussi en parallèle des événements pour les couples et pour les célibataires. Donc, et aussi, on a ici aussi des émissions, bien entendu. Donc ici, vous êtes sur l'émission Love Story by Couple Radieux. Alors sur Love Story, qu'est-ce qu'on entend comme émission? Quelles sont les thématiques? Nous parlons d'amour, nous parlons de relations, nous parlons aussi des différentes saisons de la vie, des différentes interactions qu'il y a dans une saison. Et donc, nous parlons sans tabou. Alors, durant tout ce moment, restez connectés, partagez, commentez et dites-nous ce que Dieu fait dans votre vie au travers de ces moments afin de pouvoir aussi nous encourager. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Love Story by Couple Radieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et je ne suis pas seule pour aborder ce thème. D'abord, je vous dis le thème, c'est « Bébé arrive, désir envolé ». Bébé, lorsque les bébés arrivent, est-ce que c'est normal qu'on peut se dire que les désirs sont envolés? Parce que souvent, on désire tant leur arrivée, mais une fois qu'ils sont là, oh my goodness, on est tous focalisés sur ces enfants-là, sur cet être qui était si petit et il prend une place importante et ça fait que la vie de couple peut vaciller. Attention, on va vous donner des tips, on va vous donner des clés pour faire en sorte que le désir demeure et qu'il s'intensifie aussi. Et pour ce faire, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'un couple très charmant que je laisse se présenter. Bonjour, Pasteur Eva, je suis Maria Juliana. Enchantée. Je suis la femme, l'épouse de Monsieur Manako Mokabila. Aïe. Et Précision. ici présent. Et ensemble, nous avons 3 enfants par la grâce de Dieu. Waouh, 3 enfants par la grâce de Dieu. J'aime bien la précision du nom de famille. Peut-être qu'il y a d'autres Manako qui existent. C'est ça. Non, je précise que c'est ce Manako-là. Voilà. Mais c'est un prénom qui est vraiment très rare. Donc, je pense que je suis le seul à le porter. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont Manako. Manifestez-vous au cas où. Manifestez-vous vraiment. Mais au moins, on a précisé, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 19 ans cette année qu'on est mariés. Waouh. Bon, on ne dirait pas, hein. Franchement, vous êtes, vrai. bah oui, vous êtes tout jeune, tout frais, tout complice aussi en même temps. Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ok, très bien. Alors, si vous pouviez résumer votre histoire en un mot ou en une saison avant et après l'arrivée de vos enfants, puisque vous en avez 3, quelle serait-elle? Je partirais plutôt dans... En fait, avant les enfants, notre couple était... il est toujours, hein, couple fusionnel, couple complice, couple plus intime. Et je crois qu'elle peut mieux raconter les histoires parce que les femmes, elles ont plus de détails. On a plus de détails. Ben voilà, nous, on démarre notre relation de couple. Donc moi, j'avais 18 ans. Et Manako avait 22 ans à l'époque. Et donc, étant moi, par exemple, dans une famille chrétienne, donc il fallait attendre le mariage pour pouvoir vivre ensemble, etc. Et on avait vraiment hâte de pouvoir enfin se mettre ensemble et tout ça. Et bon, le temps passe, il fallait faire ce qu'il fallait faire. Et ensuite, on se marie et on commence à vivre ensemble. Et ben, le fait qu'on soit très jeune a fait qu'on ait un couple assez en mode freestyle. Vraiment pas trop d'organisation. Tout sur le table. Voilà, on était vraiment en mode freestyle. On était, on fait des sorties, on reste à des heures pas possibles. On va au cinéma, on sort à l'heure qu'on veut. On s'improvise des week-ends. Vendredi soir, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va à Paris. Et on rentre dans la voiture, on est parti. Ouais, voilà, c'était un peu ça notre vie. C'était l'arrivée des enfants. Oui, comme Manako vient de le dire, on est un couple très fusionnel et on fait tout ensemble et tout ça. Et après, les enfants arrivent, et ben c'est un autre rythme. D'accord. Ouais, qu'on va peut-être aborder après. D'accord, très bien. Bon, alors comment décrirez-vous alors votre vie de couple avant l'arrivée d'enfants? Vous l'avez dit. Alors quels ont été les plus grands changements lorsque vos enfants sont arrivés? Parce qu'avant, vous avez dit, vous viviez vraiment, entre guillemets, pas au jour le jour, mais vraiment
vous suivez vos envies, en fait. Voilà, c'est Voilà. ça. Vous suivez votre envie et puis vous avez toujours ce désir d'être à Ouais, deux, voilà. d'être ensemble, de se dire, bah, tiens, on va découvrir le monde, Voilà, c'est on va ça. découvrir... Surtout pour moi, j'avais jamais voyagé seule. Ah, Donc moi, c'était vraiment la découverte, quoi. la liberté, même, j'ai La l'impression. La liberté, l'aventure même. L'aventure. Ah, On donc était toi, un tu étais couple aussi d'aventure. partant dans Ouais, la- ouais, dans l'aventure. À l'aventure. Bah oui. Mais l'arrivée des enfants, c'est vrai que ça change tout. Tout est autour des enfants, l'organisation est autour des enfants. Ouais. Mhm. Et on n'y pense pas, mais les enfants prennent vraiment Beaucoup de beaucoup de place, hein. temps, Mhm. beaucoup de place. Ouais. Et même dans le couple, si on ne fait pas attention, ça risque même de créer une frustration entre couples. Et les enfants, en tout cas, ça nous a appris Mhm. à s'aimer différemment, D'accord. à partager les choses différemment et aussi à communiquer différemment aussi. Mhm. Mhm. Et ce que je voulais aussi souligner de ce qu'elle a dit, le fait de se connaître très jeune, Mhm. en fait, il y avait une promesse qu'on s'était faite. On s'était dit que, quoi qu'il arrive, il faut que notre mariage soit un mariage réussi. Mhm. Mhm. Et Vous avez pris l'engagement Ouais, voilà. voilà. au début de votre mariage. Dès le début, Mhm. qu'on doit réussir notre mariage. On Mhm. ne veut pas échouer dans notre mariage. Et le fait que les enfants arrivent, toutes ces choses-là, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on se rappelle de notre Mhm, promesse. Et D'accord. ça, c'est... On se parlait beaucoup. On s'est parlé beaucoup. Qu'est-ce qui rapport vous à a ça. poussé à prendre cet engagement-là? De se marier. Non, pas de Non, se non, marier, de de se faire dire que, cette bah, promesse. tiens, on décide Mhm. de faire en sorte que notre mariage réussisse. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cet engagement ou à se faire cette promesse tous les deux mutuellement? Je crois que l'environnement, les choses que nous Vous avez observé? observées, des choses que... Enfin, Positif et négatif aussi. positifs et négatifs aussi. Mhm. Par exemple, les choses positives, on a gardé. Les choses négatives, on s'est dit qu'on ne va jamais le vivre. On ne peut pas vivre ça. Mhm. Et pour pallier à ça, ben, on en parle, on discute de mettre des barrières, de mettre des Des garde-fous. des garde-fous pour Ouais. ne pas tomber dans des choses que nous ne voulons pas vivre. Mhm. Mhm. Et je pense que c'était ça qui a fait qu'on Ouais. a pu s'en sortir. Ouais. Et que vous allez continuer encore Oui. Par la dans grâce une de autre, Dieu. dans une autre dimension d'intimité Ouais. et puis Ouais. d'amour pour Dieu. Donc, du coup, vous avez été, dès le départ, intentionnel, en fait. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est vraiment ça. Mhm. On a été intentionnel dans ce qu'on voulait dans notre mariage. On fait vraiment partie de ces personnes qui avons aspiré à réussir notre mariage. Mhm. Et parfois, lorsqu'on regarde les autres, on Mhm. regarde d'autres couples, on regarde les expériences des autres, on est parfois plus à même de critiquer, etc. Mais pour nous, en fait, on a observé en fait pour apprendre Mhm. et se dire ça, on On veut veut, pas. ça, on veut pas. Mhm. Et donc pour nous aussi, on a eu 8 ans d'attente pour D'accord. avoir notre premier enfant. Waouh. Et donc ça nous a laissé le temps de Voilà. de mieux se préparer par À rapport à l'arrivée l'arrivée des enfants. Parce qu'on voyait tellement de choses. On voyait des couples qui se divisaient, Mhm. qui étaient très complices au Mhm. départ. Et puis les enfants arrivent. On sent vraiment Mhm. que voilà, le couple est divisé. On sent que voilà, ils sont plus attrayants comme avant, Mhm. etc. Et on regardait, on disait non, Seigneur, fais-nous grâce. On veut continuer à être, voilà, qu'on ait l'impression qu'on vient de se marier alors que Oui. ça fait des années et tout Oui, ça. oui. Et voilà, c'est vraiment un travail de tous les jours. Mhm. Voilà. Alors, ils ont parlé, vous avez dit que vous avez attendu à peu près 8 ans Mhm. que le premier enfant arrive. Ouais. Ça, c'est un témoignage très fort. On ne peut pas passer rapidement là-dessus, mais on va prendre le temps dans une autre émission, s'ils sont disponibles, je les prends en même temps au lever, comme ça. Le rendez-vous est pris sur le plateau Voilà, direct. le rendez-vous est déjà pris, qu'on puisse parler de ça Ouais. plus en détail, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de moments, Ouais. qui sont en train de traverser, qui sont en train de vivre peut-être leurs 8 ans ou leurs 8 mois ou en tout cas leur période Oui. d'attente que Ouais. les enfants se manifestent Mhm. dans leur foyer. Et donc, je sais que ça n'a pas du tout été facile, mais Non. vous avez pris ça, le maître mot, de se dire que ça a été un temps de préparer votre Voilà. couple et de solidifier celle qui n'était Mhm. pas encore solide alors. Mhm. D'accord. Mhm. Ok. Et du coup, alors, est-ce que vous avez ressenti une baisse de désir ou d'intimité lorsque vos enfants sont venus?
Je te laisse répondre. Madame, elle regarde son mari. Alors, moi, je ne sais pas, j'étais avec les enfants. Est-ce que toi... Non, de ton côté, c'était comment? Non, je te laisse d'abord répondre parce que je vais rebondir là-dessus. D'accord. Ben, c'est vrai que, allez, désir, partir, non. Parce que le désir est là. En tout cas, s'il n'y a pas de paramètres médical autour du désir, normalement, il doit être là. Et pour mon cas, pour notre cas, il était là. Mais le vrai challenge, c'était en fait la place que l'enfant occupe. Oui. Il y a l'aspect de la fatigue, il y a l'aspect où voilà, les horaires de l'enfant deviennent vos horaires à vous. C'est ça. Et donc, ça empiéter sur la relation intime dans ce sens-là, en fait. D'accord. Ouais. Donc, le désir était là pour vous. Le désir était là, mais voilà, c'était une nouvelle manière de faire, en fait, qu'il fallait s'adapter, il fallait trouver le rythme, comment faire avec un bébé et tout ça. Et toi, pour toi, parce qu'elle était avec le bébé, mais toi, pour toi... Mais, en fait, les hommes, les désirs est toujours là. Il ne faut pas oublier que l'homme, on l'a mis au régime pendant un long moment, donc les désirs est toujours là. Mais en fait, il faut juste que ton désir ne devienne pas égoïste. Parce qu'on veuille ou pas, le corps de la femme, pendant la grossesse, subit de changements extraordinaires. Les hormones et tout ça. Par exemple... J'aime bien le terme extraordinaire. Ce n'est pas juste des changements, mais c'est des changements extraordinaires. Mais oui, on ne se rend pas compte, en fait. Parce que la personne que tu as connue quand vous étiez jeune, elle peut prendre du poids, son visage peut changer, son humeur aussi peut changer. Par exemple, elle n'aimait plus mon parfum. Tout ce que je mettais comme déodorant, elle ne supportait pas. Fallait tout changer. Il fallait rien mettre, en fait. Aïe, aïe, aïe. Là, pour toi, alors comment tu le vivais dans cette phase? C'était fini quand même. Hein. C'était fini. Oui, c'était fini. Mais en fait, juste après l'accouchement, les hormones continuent encore d'agir. Il fallait un peu du temps pour que voilà, il retrouve ses sensations et tout. Et je pense qu'il faut être quand même assez mature et compréhensible. Compréhensible parce que c'est vrai que l'envie de manger est là, mais je pense que si tu attends, tu mangeras mieux. Très bien. C'est comme une pomme ou une mangue. En fait, oui, d'accord, elle est là, mais elle n'est pas encore mûre. Elle n'est pas encore mûre. Ou si tu la préfères verte, tu es obligé de rajouter des ingrédients qui risquent de te gâter le ventre. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut beaucoup de recul et de maturité. Et surtout pas être égoïste parce que c'est quand même, comme il a dit, une saison très particulière et même la femme n'a pas besoin de pression supplémentaire, elle a plutôt besoin d'être comprise et portée pendant ce temps-là. Et je pense que quand cette période passe, on se retrouve mieux. D'accord. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que, si je résume d'une autre manière, c'est que c'est normal à un moment donné de ressentir que, en fait, on est focalisé sur l'arrivée de l'enfant. Que l'un des deux couples, l'un des deux dans le couple, soit focalisé sur l'enfant et que même le père aussi puisse rejoindre aussi le fait que sa femme soit focalisée sur cet instant présent, puisque l'enfant, c'est un nouveau-né, il n'a pas demandé à naître, il n'a rien demandé et surtout qu'on a désiré tous les deux l'avoir. Et donc comprendre que le désir d'intimité, ça c'est normal, mais cependant, que ça peut être ajourné, en fait. On peut le mettre un peu plus tard, on peut le repousser pour se focaliser pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Et je le dis à certaines personnes, pendant un certain temps, ce n'est pas un certain temps, ce n'est pas 6 mois. Voilà. Ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas... Tout à fait. Ça dépend, normalement, je pense qu'au bout d'1 mois, un mois, normalement... Vraiment, comment on se sent, comment on récupère et tout ça. Oui, mais ça, c'est important parce que d'autres personnes vont trouver ça comme un alibi. Elle a dit que c'est normal. Donc, merci de préciser. Son conjoint. Monsieur, c'est normal. Non, c'est normal pendant un certain temps. Le temps que le corps récupère. Et que toi-même, physiquement, en tant que femme, tu découvres que... parce que donner la vie, c'est une grâce, c'est un privilège, mais on est en face, là, oh mon Dieu, quelque chose s'est passé au-dedans de moi, et donc le temps de tout remettre en place, mais ça prend maximum, vraiment j'ai dit maximum 1 mois. Frère, entendez bien. 1 mois, oh là là. Maximum. Pour certaines personnes, si ça fait plus d'1 mois, accompagnez-la chez le médecin. Oui, voilà, c'est ça. Ensemble, et comme ça que le médecin aussi... qu'il y a un problème médical qui est lié. Voilà, d'accord. Ok.
Alors donc du coup, quelles ont été, voilà, non, du coup, quelles sont, pardon, selon vous, les principales causes qui pourraient expliquer cette baisse de désir chez les enfants? C'est vrai que chez vous, vous ne l'avez pas eu et vous avez su, par la grâce de Dieu, contourner ça, mais pour d'autres personnes qui traversent ce type de moment où ils se disent que bah, y a l'enfant qui est là, Voilà. on n'a plus de désir. Ouais. Quelles peuvent être les causes? Si ce n'est pas une cause médicale, hein, en dehors des causes connues qui sont médicales, ben, ça pourrait être la fatigue, tout simplement. On est trop fatigué, fort sollicité. Et la femme est un être émotionnel. Elle a besoin de toute une structure autour d'elle pour être plus détendue dans l'acte sexuel par rapport à l'homme. Et donc, elle a besoin de son espace, elle a besoin de se retrouver elle-même d'abord. Parce que, comme on a dit, il y a beaucoup de chamboulements au niveau de la grossesse, le poids, le masque qui ne part pas encore. Et tout ça peut générer vraiment une pudeur, une certaine pudeur par rapport à son propre corps. On ne se retrouve pas. Oui, voilà, on se replie sur soi. Et c'est là, justement, que le dialogue va être important. Parce que c'est une saison assez particulière. Elle n'est pas permanente dans la vie du couple, elle est particulière. Et il faut savoir en parler, mettre les mots, en fait, sur ce qu'on vit. Et je pense que quand on met les mots, alors l'autre n'est pas dans la confusion, il n'est pas dans la spéculation, et il est correctement informé. Et là, je pense que ça peut aller. Donc, ça veut dire que fatigue, volontairement, la femme, elle doit quand même prendre le temps de communiquer sur ce qu'elle vit. Voilà. Moi, j'encouragerais plus les hommes à faire le premier pas. Parce que la femme, déjà, ce moment-là, elle a déjà beaucoup de pression. Et petit à petit, il y a aussi une manque de confiance en soi. Mais par contre, quand elle sent que malgré tous ces changements, malgré le changement physique, mental, psychique, il est toujours là, il me rassure. Mais c'est déjà une grande communication qui se passe entre les deux. Elle se rétablit plus vite. Elle se rétablit plus vite. Et je veux dire aux hommes, on gagne aussi du temps. Non, mais c'est super. Non, mais c'est important de le dire. C'est vrai. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup, je ne vais pas accuser qui que ce soit, mais... des regards un peu méprisants, en mode... tu penses que tu vas perdre du poids et tout ça. Et nous, déjà, on souffre de ça. Et en fait, on se renferme. Et donc, ça bloque le désir. Ça va bloquer le désir. J'espère que tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. On a parlé de fatigue, on a parlé du métabolisme qui a complètement changé. Et on a parlé surtout aussi de la maturité des uns et des autres. La maturité pour la femme de repartir vers son conjoint et de lui dire voici ce que je traverse. Et puis de l'homme aussi, surtout d'entamer le premier pas. Ne pas dire mais pourquoi tu me sèvres encore, l'enfant est arrivé, c'est-à-dire non, essayez de prendre une autre voie. C'est peut-être un peu plus long, mais prendre la voie de la discussion. Ça va, comment ça se passe? Ça se passe bien. Attends, je vais prendre le bébé cette nuit. Attends, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous gagnez? Il faut leur dire qu'ils gagnent. Ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps et ça fait qu'elle se rétablit beaucoup plus vite. Mais voilà. Aider aussi, aider avec le bébé et tout ça. Parce que le bébé prend déjà beaucoup de temps. La nuit, si la mère se réveille pour allaiter, qu'elle n'arrive pas à s'endormir, ça veut dire que c'est une nuit blanche. Et donc le lendemain, le père aide son épouse, mais ça fait toujours du bien parce qu'elle, elle se repose, elle sera moins énervée, moins stressée. Et plus disponible. Disponible. Parce que le stress, l'enfant aussi les sent dans la maison. Donc, ça veut dire que l'enfant, dès qu'il sent le stress, il est aussi stressé, il pleure beaucoup. Par contre, dans une atmosphère où c'est plus paisible, mais l'enfant dort et vous passez encore plus de temps ensemble entre père et... Voilà, c'est vraiment pertinent tout ce que tu dis parce que ça veut dire qu'on demande vraiment une maturité à l'homme. Une grande maturité. Là où la femme, elle était en train de se poser 10 000 questions à la tête parce que souvent... Ce qu'on peut voir des fois dans le schéma, c'est que c'est comme si la femme, elle maîtrisait en fait. Elle maîtrisait la grossesse, le bébé, tout. Elle a l'air du genre de maîtriser, mais en vérité, elle fait. Parce que non, il faut se lever, il faut donner à manger, il faut gérer. Mais là, dans ce cas-là, maintenant, la place de l'homme, c'est de se dire, OK, je vais t'aider. Dans cet accompagnement, je vais t'aider. Pose l'enfant, je m'en occupe. C'est de la même manière. C'est très important. Beaucoup de personnes se plaignent, beaucoup de femmes se plaignent de ne pas recevoir de l'aide. Même en dehors de la maternité, les hommes
parfois, surtout de notre communauté africaine, n'aident pas beaucoup. Ouais, ils sont très demandeurs, mais ils n'aident pas beaucoup. Ça, c'est un point intéressant. Non, c'est vrai. C'est un point intéressant et je pense qu'on aborderait ça avec des hommes, vraiment qui nous expliquent la raison pour laquelle ou comment est-ce qu'on pourrait les aider à s'impliquer dans le foyer. Parce que autant c'est important, l'acte conjugal, c'est important, les moments d'intimité, mais si à côté, la madame n'est pas déchargée de certaines tâches qui lui incombent, on le reconnaît, qui lui incombent, mais comment est-ce qu'elle se rendra beaucoup plus disponible pour, entre guillemets, pour faire en sorte que ça ne devienne pas un devoir? Voilà. C'est ça, moi, je dirais. Que ça devienne aussi un temps d'intimité. Voilà. Que ça ne devienne pas un devoir. Parce que quand c'est un devoir, monsieur, vous-même, vous reconnaissez que c'est juste un devoir. Voilà. Ce sera le service strict minimum. Or, quand c'est un temps d'intimité, un temps de plaisir à partager à deux, bah, c'est complètement différent, en fait. Mais pour arriver à ça, il faut être relaxé, pas très fatigué. Et voilà. Et donc, pour ne pas être fatigué, c'est là que notre frère a donné le gros secret. Messieurs, impliquez-vous. Il faut aller travailler. Même si tu reviens d'une longue journée. Voilà, il faut garder un peu d'énergie pour ta maison. C'est aussi une marque d'amour, en fait. Merci. On n'a pas besoin... C'est facile de dire à une personne « je t'aime ». Sans acte, ces mots-là ne servent à rien. Et de ne pas dire à quelqu'un « je t'aime », mais juste les actes disent beaucoup. Dit beaucoup. Ça parle. Les actes parlent. Ah bah, franchement, on arrive à la fin. Les actes parlent. Donc là, j'espère qu'un homme a entendu. Je pense que la femme va mettre le volume très fort pour qu'un homme entende. C'est important. Un homme a entendu et une femme aussi a entendu que, bah, en fait, les actes parlent. En fait. Quand il n'y a pas de désir, il faut que ce soit déjà intentionnel. C'est ça. Il faut que ce soit intentionnel, communiquer. La femme doit beaucoup communiquer, l'homme doit être prompt à aller vers, vers la femme pour essayer d'écouter. Juste écouter, on ne dit pas d'apporter des solutions, mais le fait d'écouter. Le fait d'écouter, déjà, ça décharge beaucoup. Voilà. Donc la femme, en fait, c'est ça, en fait. Elle se décharge lorsqu'elle a une oreille attentive. Et quand elle se décharge, ça veut dire que maintenant, il y a moins de stress, elle est beaucoup plus disponible. Et même là où son métabolisme mettait du temps à se rétablir, ça peut aller encore beaucoup plus vite. Tout à l'heure, il a dit de manière indirecte, mais je pense qu'un homme a compris, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, donc du coup, t'assois, papa, assieds-toi, écoute les blablatages, oh non, je suis grosse, oh non, je suis maigre, oh non, mon temps, il a changé, oh, les vergetures, oh, c'est là. Oh, moi, je t'aime tel que tu es. Non, assieds-toi seulement, écoute. Ah, tu penses que ça va aller, ma chérie, ok, écoute, dors cette nuit, je vais m'occuper de l'enfant, on va s'asseoir, je vais écouter mon message pendant ce temps-là. Un message, une prédication, où je vais prier. Je vais prier pendant ce temps-là, tu prends le bébé, vous priez, tu pries. Et cet enfant-là, il sera aussi apaisé. Et toi, le lendemain, peut-être que tu auras ce que tu cherches. Voilà. En tout cas, on arrive donc vers la fin. Donc, comprendre que l'arrivée d'un enfant, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction que tous les deux, on a souhaité. On a souhaité et que Dieu aussi nous a fait confiance pour nous les donner. Donc, ça veut dire qu'il faut en prendre soin. Pas juste l'homme, mais pas juste la femme aussi, mais tous les deux, on doit en prendre soin. Parce que cet enfant a besoin de grandir dans un environnement où ils se sont appréciés, ils se sont aimés, ils se sont aussi désirés. Donc, cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et cet investissement-là fait qu'à un moment donné, bah, tous les deux, on se tourne vers cet enfant-là, même de manière biologique. Il est dit aussi que l'homme ou la femme va sécréter des hormones pour faire en sorte que cet homme-là, il soit tourné aussi vers l'enfant. C'est-à-dire que normalement, pendant un certain temps, il n'y a pas de désir, normalement. Mais bon, s'il y a des désirs, comprendre que non, c'est la saison où je dois m'investir dans la vie de l'enfant, m'investir dans la vie de ma femme, et ça va passer. Ce temps-là ne dure pas longtemps. On dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Vraiment. La joie vient le matin. Donc la joie de pouvoir te retrouver dans l'intimité avec ton conjoint, ton épouse et ton époux, ça va arriver dans les moments où tu dévances l'aurore. Tu dévances l'aurore où tu t'investis. Donc voilà. Et donc pour terminer, est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, pour ma part, je dirais qu'il faut vraiment faire attention à cet aspect de l'intimité dans le couple, que ce soit avec les enfants ou sans, en dehors des enfants, parce que c'est un aspect très important. Et à chaque fois, on verra que lorsque l'ennemi en a après quelque chose, c'est que la gloire de Dieu est cachée derrière cette chose. Et on a
voilà, le monde essaye de banaliser l'intimité, les rapports sexuels, etc. Or, c'est vraiment la base qui unit un couple et qui fait en sorte qu'un couple puisse se rapprocher. Parce qu'on ne se marie pas dans l'esprit. Non. Voilà, notre mariage se limite à la chair. C'est pour ça que lorsque l'un des conjoints meurt, là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et donc, ce qui nous rapproche en tant que couple, qui entretient l'intimité, entretient la relation de couple, c'est vraiment l'intimité. Et plus on banalise ou on ne connaît pas tellement l'importance, ou on pense que c'est juste un moyen de se reproduire ou bien juste un moyen d'assouvir un besoin, ben on bascule dans quelque chose qui ne sera pas avantageux pour le couple et qui fait que les couples se divisent, se séparent. Quand je dis diviser, c'est pas c'est pas se séparer, mais en fait une distance. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'attraction. En fait, c'est pour ça qu'on dit, voilà. Et c'est ce qu'on dit, oui, au début, c'est bien, mais après, le mariage ternit, vieillit. Non, en fait, quand on a conscience que l'intimité est vraiment la clé qui nous rapproche, qui nous solidifie, enfant ou pas enfant, eh ben, on en prend soin, on est intentionnel vis-à-vis de ça. Et la gloire de Dieu fait en sorte que, voilà, de plus en plus, on se découvre dans l'intimité et ça devient encore mieux. Ça devient encore mieux. Ouais. Ça devient encore très mieux. Donc, sur ce, nous vous laissons et nous vous disons à la prochaine fois. Appliquez ces conseils, appliquez-les. Ils sont terre à terre, mais ils sont puissants. Ils sont vraiment puissants. Se dire que l'intimité, c'est pas quelque chose qu'on banalise. On est vraiment intentionnel dans cela. On est intentionnel dans notre approche, on est intentionnel dans les temps de préparation. Ça se prépare aussi avant d'aller dans l'intimité. Donc, préparez-vous. Sachez que, simplement, Dieu agrée le fait que vous passiez des temps d'intimité ensemble. Et lui-même, il le dit, ne vous séparez pas, si ce n'est pour vaquer à la prière. À la prière, tout à fait. Et comme vous n'êtes pas en train de vaquer à la prière, nous vous souhaitons de passer ces excellents moments. Et donc, on va se laisser là. Un petit bonus pour tous les couples qui traversent des moments de crise sur le plan d'intimité. J'aimerais juste prier pour vous maintenant, si vous êtes d'accord. Tendre Père, nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, pour ces couples qui traversent ces moments de difficulté. Seigneur, ces moments où ils sont séparés sur le plan intime et ils ne savent pas comment faire pour se rapprocher. Seigneur, je prie maintenant que ton esprit de sagesse puisse maintenant simplement les visiter maintenant. Que tu puisses simplement, ô Dieu, descendre dans leur foyer, descendre dans leur vie, afin que simplement ils puissent se rapprocher l'un envers l'autre. Là où il y avait l'orgueil, Seigneur, là où il y avait simplement, ô Dieu, plus de rancœur, Seigneur, oui, Seigneur, fais descendre l'orgueil, fais descendre, Seigneur Dieu, les rancœurs maintenant dans le nom de Jésus. Que chacun soit humble pour se retourner vers toi et aussi pour aller vers son conjoint, pour pouvoir simplement avoir des temps de communion ensemble, Père, parce que simplement tu dis qu'il est bon, qu'il est doux, Seigneur, pour deux personnes de demeurer ensemble et de demeurer aussi dans une intimité, Seigneur, oh Dieu. Parce que, Seigneur, tu veux que de cette intimité ressorte, Seigneur, ta gloire, oh Dieu. Alors, Père, je prie que ta gloire puisse descendre dans tous ces foyers afin qu'ils puissent simplement reconnaître les plans, les projets que tu as pour eux. À toi seul soit toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus nous t'avons prié. Nous te disons Amen. Amen. Allez, à bientôt. À bientôt.